Eh bien bonjour. Eh ben bonjour monsieur E, bonjour monsieur R, voilà un nouvel épisode de On refait le sujet avec aujourd'hui le DS commun de première du lycée Honoré de Balzac. Donc c'est un sujet qui a été donné à tous les élèves de première du lycée, ceux qui font la spécialité mathématiques, voilà. Sujet qui vient, on va dire, conclure un peu l'année avec toutes les notions fondamentales, les thématiques importantes. Il y a des suites, il y a des fonctions avec de la dérivation. Il y a des probas, et puis il y avait aussi un exercice vrai-faux, donc qui est pas vraiment un QCM, mais en fait un exercice où il y a des affirmations dont il faut dire est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, et ça nécessite de la justification. C'est pas un simple QCM où on balance des résultats un peu au hasard. Donc un sujet assez complet, un sujet d'un niveau un peu corsé par rapport au référentiel qui serait celui d'un exercice de première. Les notions ne sont pas des notions incroyables, par contre on va les pousser quand même pas mal. Pardon, c'est mieux comme ça, donc du coup j'ai parlé au début Ouais. Donc on n'est pas pro sur la technique, excusez-nous. Et c'est pas grave. Un jour on sera peut-être meilleur. Un jour on réussira le coup d'envoi, mais bon, il y en a certains qui ratent leur départ. Mais du coup, oui, c'est un sujet où c'est beaucoup mieux le son, on est d'accord. Voilà. C'est un sujet où le vrai ou faux justement peut être amené à débat en fait, puisque la rigueur dans la justification est extrêmement importante et c'est surtout de ça qu'on parlera. Mais avant, on va déjà regarder les exercices 2, 3, 4 en vitesse, bien évidemment. On va aller assez vite. Bah oui. En commençant du coup par l'exercice de suite, monsieur Sorton. L'exercice de suite, alors voilà, l'exercice de suite, pour dévoiler un peu le truc, c'était moi qui l'avais proposé, puis j'avais parlé d'un élève du lycée Balzac qui n'existe pas, voilà, mais Fanta, voilà, c'est Fanta. Fanta, elle fait des applis, voilà, parce qu'elle est passée par Balzac, elle a fait des maths, elle a fait de la SNT avec monsieur R certainement, donc elle est au top au niveau Python. Peut-être en C++, en JavaScript, tout ça, mais donc elle a une application, et puis ce qu'il fallait bien comprendre, c'est le mécanisme de comptage du nombre d'abonnés, alors estimé, parce que c'est pas ce qui se passe réellement, mais c'est une estimation de son nombre d'abonnés mensuels. Alors, on peut modéliser ça sous la forme d'une suite. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'un nombre d'abonnés mensuels. Donc chaque mois, il va y avoir un certain nombre d'abonnés. Donc ça se prête bien. Enfin, une suite se prête bien à ce genre de modélisation. Exactement. C'est du discret, c'est-à-dire qu'on n'a pas un truc continu. Voilà, on a... ça, c'est des mots qui peut-être parlent pas aux premières, excusez-moi. En gros, on compte discret, mois après mois. Voilà. On ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans un mois, à l'intérieur du mois, mais plutôt d'un mois au mois suivant. Voilà. Et donc, du coup, on a besoin de compter uniquement avec des nombres entiers. Les suites sont là pour ça. Exactement. Alors, le mécanisme, c'est au début 160 abonnés à l'application. Et puis chaque mois, on va avoir 20% des abonnés qui ne renouvellent pas, mais il y aura 150 utilisateurs supplémentaires. Donc 20% là, qui ne renouvellent pas. Ouais. Et combien en plus ? Et 150 utilisateurs supplémentaires. Donc, on va peut-être pas passer trop de temps après sur les questions, mais c'est quand même important au début de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce type de modélisation. Exactement. Qu'est-ce que c'est comme type de suite. Parce qu'il y a vraiment clairement deux étapes. Voilà, enfin, deux étapes. Chaque mois, il y aura deux petits mécanismes qui vont s'additionner. Exactement. Il y a d'abord cette histoire de 20% des abonnés qui ne renouvelleront pas. Alors attention, parce que là, il y a eu parfois des petites confusions de langage. C'est ceux qui ne renouvelleront pas. Donc il faut regarder ceux qui restent en fait. Voilà, qui restent, ou alors on traduit ça par une baisse en pourcentage. Exactement. Une baisse de 20%. Si vous êtes en première, vous avez fait une seconde. Et donc en seconde, vous avez fait un super chapitre qui s'appelle Information chiffrée avec des évolutions. Et donc qui nous dit taux d'évolution de moins 20%, dit qu'on a un coefficient multiplicateur associé qui vaut monsieur R. Oulala, j'ai pas... 0,80. Ah non, mais attendez, 1 moins T. Oh là là. Si tu parles pour 2 secondes... 1 moins 20%. Voilà. Et 1 moins 20%, ça nous donne 80%. Moi, je trouve. C'est parce que le 0,8, il est donné dans l'énoncé. C'est dans la question 1. Exactement. Donc en fait... Il aurait fallu soit faire une phrase pour dire s'il y en a 20% qui partent, il y en a 80% qui restent, je justifie le 0,8, ou alors parler vraiment en termes d'évolution, donc avec le coefficient multiplicateur associé à cette même évolution. C'est quand même une argumentation à donner, parce que sinon, en fait, on réécrit juste l'énoncé. Ouais. C'est ce qui arrivait souvent d'ailleurs dans les cours. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on est un peu embêté pour corriger, parce qu'il y a vraiment des élèves qui en écrivent une page et d'autres qui en écrivent une ligne. Et en plus, il y a la question 2 où il faut faire la même chose. Mais généraliser au rang n, mais concrètement écrire les mêmes arguments. Donc en fait, c'est quand même des questions. On est obligé de les mettre parce c'est des questions vraiment de type bac notamment. Mais elles sont embêtantes dans le traitement et dans la notation. Donc c'est à nous de trouver peut-être un compromis
vous trouvez un compromis de rédaction qui suffirait, d'ailleurs, pour l'ensemble des deux questions. Mais voilà, c'est pas évident. Et ce que disait M. R, c'est au moins balancer la formule du coefficient multiplicateur. Avec cette présence du 1 moins 20 sur 100. Exactement. Ou alors une explication littéraire, mais qui parfois est lourde et pas très pratique. Parce qu'après, l'explication littéraire va être propre en fait à chaque sujet de chaque exercice. On va changer, dès qu'on change de contexte, on va changer d'explication presque. Ouais, mais après, les coefficients multiplicateurs, il y aura toujours ça avec les sujets. Voilà, alors que le coefficient multiplicateur... Une quantité de temps et tant de pourcents, on sait qu'on multiplie, donc suite géométrique tout de suite, ou peut-être pas forcément géométrique dans cet exercice, dans la question 2, mais... En tout cas, on a une partie produit en tout cas. Voilà, une partie produit, donc voilà quoi, c'est important. C'est important de le mettre. Ok. Ouais. Et donc du coup, si on notait UN, le nombre d'abonnés au nème mois, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on cherchait, nous, le nombre d'abonnés au mois suivant, donc le N plus 1e mois, on disait quoi du coup? On disait, eh bien, on a pris le nombre d'avant qu'on a multiplié par 0,8 à cause de notre baisse, mais on nous disait aussi que on remportait 150 abonnés supplémentaires. Donc là, on les ajoute. Et c'est ainsi, pareil, le plus 150. Là, par contre, la justification attendue, tout simplement, on nous dit qu'on a 150 nouveaux abonnés, donc on les ajoute après la baisse. Ouais, oui. D'accord, c'est bien regarder aussi l'ordre dans lequel on nous dit les choses. C'est des nouveaux abonnés, quoi. Ça, c'est différent de ça. D'accord, il faut faire très attention à ça. Mais oui. Ok. Ouais. On repartait bien des anciens abonnés, des 80%, et ensuite on en avait 150 nouveaux. C'était pas, on en a 150 qui arrivent, et parmi le total, on en avait 20% qui partaient. Attention. Ouais. Alors il y a peut-être un mode de rédaction aussi qu'on pourrait proposer, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un truc un peu schématique. Et en fait, c'est l'explication de chacun des éléments qu'on voit apparaître dans le... Voilà, c'est finalement après avoir vu toutes ces rédactions différentes où on ne sait pas trop jusqu'où aller dans la justification. On sent que chaque élève a compris, mais que chaque élève a du mal à l'expliquer, par exemple. Alors, vous voyez ce qu'on pourrait éventuellement proposer, je ne sais pas si tu... tu peux faire ton super schéma. Tu vois, quand je vois ça, j'ai envie peut-être d'expliquer d'où provient chaque élément que je vois, avec des flèches. Je peux expliquer ce que c'est que UN plus 1, je peux expliquer d'où sort mon 0,8, je peux même expliquer pourquoi il y a un fois ici, je peux expliquer ce que c'est que ce UN et puis ce que c'est que ce 150. Donc en fait, une gestion comme ça avec des flèches, moi me conviendrait totalement en expliquant que ça, c'est le nombre d'abonnés finalement le mois suivant, parce que c'est au mois N plus 1. Ça, ce 0,8, c'est l'explication là de Monsieur R tout à l'heure, là, 1 moins 20 sur 100, je détaille mon coefficient multiplicateur. Là, j'ai bien un fois, pourquoi ? Parce que j'utilise justement un coefficient multiplicateur, donc pour passer d'un mois à l'autre, je dois multiplier par le coefficient multiplicateur. Le UN, c'est le mois courant, et puis le plus 150, c'est les 150 supplémentaires. On comprend rien à ce que j'écris, mais vous m'avez entendu, c'est le principal. Ça, moi, ça m'irait. Ça m'irait comme justification. Moi, je le comprends. Et il y a un truc qui est aussi, pour moi, essentiel, qui doit être quand même rajouté, c'est le mot-clé chaque mois. Parce que, en fait, là, la différence entre la question 1 et la question 2, c'est que la question 1, on va dire, mais c'est la même chose, en fait. Sauf que je mettrais du U1 et puis du U0 ici. Mais la différence avec la question 2, c'est que la question 2, il faut dire que c'est chaque mois qui se passe ça. Donc, ce mécanisme qui s'appelle une récurrence, c'est toujours le même chaque mois. Et donc là, il y a un pour tout n à gérer. C'est-à-dire que là, il faut dire que comme c'est chaque année, cette relation-là, elle va être valable pour tout n appartenant à grand N. Et c'est ça la vraie différence avec la question 1. Et on se retrouve avec une suite qui est une suite qu'on n'a pas trop envie d'appeler par son vrai nom, parce que c'est pas au programme de première, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est au programme de maths complémentaire. Pour le coup, c'est même pas au programme de terminale SP, c'est au programme de terminale maths complémentaire, le fait d'avoir droit de dire que ça, c'est une suite arithmético-géométrique, parce qu'elle est de la forme UN plus 1 égale A fois UN plus B, avec A et B qui sont des réels. Mais ni en première ni en terminale, faut citer ces notions. Et d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Alors pourquoi on parle en terminale maths complémentaire ? Parce qu'elles sont beaucoup utilisées, et du coup, en fait, il y a des formules directes qu'ils ont le droit d'utiliser, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Moi, je préfère qu'aller à chaque fois redémontrer pour arriver progressivement vers l'expression explicite de la suite, parce que le truc là, c'est qu'on a une suite récurrente, on a une expression récurrente, et puis on n'a pas le droit d'utiliser nos formules des suites géométriques et des suites arithmétiques, parce que c'est ni l'un ni l'autre, cette suite. Si on enlève le 0,8, ça fait UN plus 150, on a une suite arithmétique, et si on enlève le 150, on a 0,8 UN, et donc ça nous fait une suite géométrique. Exactement. Ça, c'est géométrique. Géométrique, ça, c'est un peu les deux, en fait. Et oui, et le danger, c'est un peu les deux, mais c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà, du coup, c'est un peu les deux et ni l'un ni l'autre. Ouais.
Mais ça n'empêche pas d'étudier la suite. Et donc après question 3, ça nous emmène sur le mois de mars. Et même question 4, un petit algorithme. Alors l'algorithme, vous aviez juste à le compléter. Vous le voyez à l'écran ici. On a un petit programme Python, on l'a complété. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est juste se dire, j'ai envie de savoir quand est-ce que mon nombre d'abonnés il dépasse une certaine valeur. Donc tant que la valeur, elle n'a pas dépassé, donc les 600 abonnés qui ont été demandés, on va faire quoi? On va calculer le nombre d'abonnés du mois suivant. Et dès qu'on passe au-dessus de la barre des 600 abonnés, on se dit, c'est bon, on a trouvé le bon nombre d'abonnés. Et donc, on compte le nombre de mois. C'est le n égale n plus 1, c'est notre compteur finalement. Et ça nous donne, d'après ce programme Python, en 7 mois, elle aura atteint les 600 abonnés. Et là, les concepteurs du sujet ont été très gentils parce que vous n'aviez pas besoin de compléter le sens de l'inégalité. Et ça, c'est un piège qui est très récurrent puisque moi, je cherche en fait quand est-ce que je vais dépasser 600. Donc, quand je vais rentrer mon while, en fait, il faut que je fasse l'opposition à dépasser. Donc, c'est-à-dire être plus petit ou égal. Le ou égal, il est important parce qu'on regarde quand même des nombres entiers à la base. Donc, à force de multiplier par 0,8, on pourrait éventuellement ne plus être entier ensuite. Mais on suppose qu'on a un nombre de personnes entiers. Et donc, là, c'était très important aussi. Donc, c'était presque très sympa dans l'algorithme de le donner directement parce que c'est vraiment une erreur classique dans ces algorithmes-là que vous connaissez bien, ce sont les algorithmes de seuil. Et finalement, c'était plutôt bien réussi cette question de Python. Enfin, dans les copies que j'ai pu corriger, j'étais assez étonné de oui, ça. après il y a un côté automatique aussi, voilà, en fait, comme c'est un peu tout le temps le même. Ouais. Voilà. Alors il y a des élèves qui le comprennent vraiment, d'autres qui Mais c'est pas grave. qui réécrivent, mais c'est pas très grave. Si on comprend pas, on connaît En n, algo, c'est n plus 1, et U, ça représente UN quasiment tout le temps, donc on met la relation de récurrence. Le seul piège, c'est finalement pas écrire UN au lieu de U. Voilà. Parce qu'en Python, on n'indice pas la variable, en fait, c'est toujours la variable U. Qui est écrasé. On change sa valeur et c'est toujours U, et voilà. De toute façon, en Python, pour les suites, il n'existe que 2 ou 3 programmes types en fait à reconnaître et à chaque fois à les remettre dans le contexte. Oui. Donc il y a celui de seuil, il y a celui de calcul des termes, Ouais. il y a éventuellement ceux où on regarde avec des précisions pour chercher des limites, mais ça c'est plus de la terminale. Ouais. Il y a celui de la somme aussi qui malheureusement est peu utilisé, qui est super sympa, mais qui a une petite difficulté, alors qui peut aussi devenir un truc un peu automatique, un peu stupide, où une fois qu'on a appris que S c'est égal à S plus U, on le fait de manière un peu automatique, mais il est très beau la première fois qu'on le découvre et qu'on le comprend. Il est très chouette de réutiliser la dernière valeur et d'ajouter la dernière valeur de la somme et d'ajouter le dernier terme ou le terme suivant. Donc, voilà. Et après, on continuait. Donc la suite auxiliaire, c'est quelque chose de très classique. Donc la correction, elle est là pour ça. Vous pourrez la regarder. Mais par contre, quelque chose d'intéressant, peut-être le plus important finalement, c'est la question à l'aide de votre calculatrice. Moi, je trouve qui est très importante parce que on vous donne du coup l'expression de la suite. Et donc, même si vous savez pas faire les questions de base qu'on considère quand même comme acquises, vous devez savoir faire ces questions. Cette question 7 par exemple. Et donc, pareil, là vous avez sur l'écran la calculatrice. Et donc, si vous mettez la suite, donc là ce que j'ai mis c'est la suite récurrente, mais on aurait pu faire comme ce que M. Sorton est en train d'écrire au tableau, l'expression explicite de la suite. Les deux fonctionnent. Vous faites une table dans votre calculatrice et donc du coup vous regardez les termes. Donc là on voit que au 7e, 8e terme on augmente et à partir d'un moment même la calculatrice n'a plus envie d'aller dans les virgules et en fait on comprend vite que la limite ça va être 750. En tout cas à partir de U 73 la calculatrice me dit 750 tout le temps. Donc j'ai bien envie de dire qu'elle va toujours le dire 750, donc finalement le nombre d'abonnés sur le long terme devrait se stabiliser du coup à 750 abonnés. Quoi. Et alors en même temps, il y a un truc intéressant, c'est de comprendre que on a l'impression que ça va valoir 750, mais on réalise bien que en réalité, aucun terme de UN n'atteindra jamais 750, puisque on va devoir retrancher à chaque fois à 750 cette valeur-là qui ne sera jamais égale à 0, puisqu'ici on a un nombre qui sera toujours strictement négatif. Là, on a un nombre positif strictement élevé à une puissance n, donc ça va rester strictement positif, multiplié par moins 590, ça va être strictement négatif, donc jamais ce truc-là ne pourra faire un jour 750. Et ce qui est trompeur, c'est de voir l'écran de la calculatrice. Par contre, on voit bien l'idée de convergence, l'idée qu'on se rapproche tellement d'une valeur que voilà, ça va être 750. Et là, oui, il y a un lien à faire entre la partie modélisation théorique, la suite en elle-même, et puis ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'interprétation. Ça, en fait, c'est des nombres d'abonnés. Donc voilà comment ça va évoluer et vers quelle valeur ça va finalement converger, se stabiliser. Et c'était l'idée de l'interprétation en question. Stabilisation, c'était ça les mots-clés. Peut-être, c'est l'interprétation d'une limite, c'est au bout d'un grand nombre de mois, et puis se stabilise autour d'eux. Je pense que c'est ça les mots à retenir. Alors attention, c'est pas forcément... souvent, ça a été mélangé avec l'idée de croissance.
je crois, j'ai l'impression, hein, le fait que les élèves aient dit que oui, ça va augmenter, c'est ça ? Ah oui. Hein, que ça va augmenter, mais en fait, c'est La pas ça limite, l'interprétation ça, de la limite. ouais. Parce que, bon, vous le verrez, hein, mais ça peut augmenter, puis diminuer, puis augmenter, puis diminuer. Ça peut en fait osciller, mais quand même aller tendre vers une valeur. Donc là, c'est pas juste l'augmentation qui nous intéresse. Un ressort, hein, qui Ouais, aussi, exactement. À la fin, il va avoir une position d'équilibre, il va plus bouger, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée. Complètement, ouais. Et puis pour en revenir une dernière fois là sur la différence qu'il peut y avoir, parce que à un moment c'est intéressant, tu as parlé de l'expression récurrente ou explicite. C'est vrai que sur les calculatrices, en fait, non, c'était plus 750, c'était plus 150. 150. Hein, plus 150. Oui, on se demande, on se dit, bah, de toute façon, je peux saisir sur une Numworks ou sur une Casio, je peux saisir l'une ou l'autre des expressions, accéder à une table de valeur, etc. C'est bien de comprendre quand même que dans un algo Python, c'est bien évidemment beaucoup plus malin d'utiliser l'expression récurrente en termes de temps de calcul. Parce que là, en fait, à chaque étape, il n'a pas beaucoup de choses à calculer, Python. Alors que si vous lui faites à chaque fois travailler sur l'expression explicite, bah, il a quand même beaucoup plus de calculs à faire parce qu'il va y avoir une puissance n à gérer. Et donc quand n va augmenter, ça va devenir un peu lourd pour lui. Alors que là, bon, bah, il n'y a que 2 opérations à chaque étape, quoi. Donc voilà, beaucoup plus facile. Après, il y avait de la somme, hein, c'est ça ? Après, il y avait de la somme, Direct. parce que, bien, vu que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, hein, cette suite, elle a une partie qui ressemble à quelque chose de géométrique, et elle a une partie qui ressemble à quelque chose d'arithmétique, mais nous, par contre, ces deux types de suites-là, on sait déterminer la somme de n termes. Donc, bien, peut-être qu'en décomposant intelligemment l'expression du terme général, on peut faire la même chose. Donc, c'était l'objet de la question 9a déjà pour cette décomposition. Puis ensuite, en 9b, le calcul de la somme définitive. Exactement, ça allait jusqu'à 11, hein, c'est ça ? De 0 à 11, exactement. De 0 à 11. Comme ça, on et là, prenait c'est vrai les que, voilà. 12 mois Mmh. de l'année. Ouais. Là où on vous aiguillait beaucoup, alors bon, il y en a qui se sont quand même lancés un peu tête baissée dès qu'ils ont vu le sigma, ils ont pensé sigma formule. Hein. Bah oui, mais sauf que non, La sauf formule, que elle voilà, est immédiate en fait. Voilà, et surtout, il faut lire l'énoncé. C'est-à-dire que foncer tête baissée, ça peut être pas mal quand on reconnaît réellement une question qu'on a déjà faite et refaite, mais là où il faut essayer de lever la tête un petit peu du guidon, c'est de se dire on m'aiguille progressivement, donc je dois comprendre que c'est pas direct ma formule, parce que là, j'ai pas une suite géométrique, et j'ai pas une suite géométrique non plus, encore une fois, c'est un mélange des deux, donc il faut juste suivre le guide, hein, et quand je suis le guide, on me demande de décomposer, il faut que je décompose, et la décomposition, en fait, elle vient juste du fait que l'addition est commutative, hein, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on a une écriture avec un sigma, c'est sympa, ça fait joli et c'est clair, mais le danger, c'est qu'on voit pas spécialement ce qui se passe. Exactement. Et ce qui se passe, on le voit bien en écrivant les sommes en extension, donc c'est-à-dire écrire que ça, c'est U0 plus U1 plus U2. Et quand on les écrit un par un, voilà, ça pour n égale 0, plus ça pour n égale 1, plus ça pour n égale 2, on constate qu'à chaque fois, on va avoir du plus 750. Et encore du plus 750 un peu plus loin, et encore du plus 750, c'est ça qui va nous permettre ensuite, en utilisant la commutativité, d'aller passer tous les 750 de l'autre côté, et puis se retrouver finalement avec une somme des UK qui sera égale à la somme des VK, plus plein de plus 750, plus 750, plus 750, etc. C'est-à-dire combien de fois 750 12 fois 750 et pas 11 fois, parce que je commence à k égale 0. Donc j'en ai 12 fois ici. Les 750. Et c'est sympa de l'écrire ça parce que en plus le 12 fois, c'est ce qu'on prononce quand on parle de multiplication, c'est 12 fois 750 littéralement quoi. Donc on va écrire 12 fois 750. Et du coup, il y avait quand même quelques étapes à faire de justification parce que sinon c'était juste balancer ce qui était écrit dans l'énoncé, hein. Ce qui pouvait être le risque aussi, il n'y avait pas beaucoup d'étapes de calcul finalement, mais il fallait bien les identifier. C'était une vraie question de maths, ouais. C'est quelque chose que, par exemple, dans le supérieur, c'est des manipulations de sommes, c'est des choses qu'on fait souvent en fait. On n'a pas toujours le droit d'échanger les termes, etc. Complètement. Là, parce qu'on on a des conditions particulières et donc c'est votre première question d'entrer dans le supérieur finalement. Donc, exactement. C'est vraiment la question la plus difficile, je pense, de l'énoncer. Assez curieusement, ouais. Assez curieusement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose. On lit un corrigé, on se dit, oui, en fait, il y avait juste, ok, il y a 3 fois rien. Mais parce qu'attention, l'absence de calcul, de vrais gros calculs, c'est pas forcément synonyme
pas de difficulté, au contraire. Et Il n'y a encore pas une grand-chose, fois, mais il faut être très précis. On dit que la question peut être une question difficile, mais ça reste un montrer que. Donc même si nous on sait qu'elle est difficile, vous n'arrivez pas à la faire, c'est pas grave. C'est un montrer que, c'est pas un déterminé ou quoi que ce soit. Vous êtes capable de repartir de ce résultat-là pour faire la 9B, parce que la 9B par contre c'est votre cours directement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que la somme des VK, maintenant la suite VN, elle est géométrique, donc on peut appliquer la formule des suites géométriques pour la somme. Exactement. Donc le 1 moins Q puissance n avec le fois V0 machin, et voilà, vous vous lancez dedans et vous savez faire, et du coup le résultat il est donné quoi. Donc cette question 9B par contre, il fallait voir aussi qu'elle était faisable effectivement. Comme beaucoup de questions finalement dans ce sujet, on va peut-être arrêter de parler de l'exercice des suites parce que sinon Oui. on va courir on va plus avoir de temps, mais voilà. Voilà, juste pour conclure, je pense que ce qui a peut-être pu gêner les élèves, c'est le fait qu'en fait, il y ait dans la somme à décomposer en fait un terme constant et que eux, ils ont trop l'habitude de chercher d'office le cours arithmétique ou géométrique, Ouais. alors qu'en fait, quand on va sommer juste une constante, en fait, on a juste le nombre de termes fois la constante. Je pense que c'était juste Complètement. ça la difficulté. Ouais. Et dernier point quand même, d'un point de vue interprétation, c'est qu'une somme, là, ça servait pas à rien. La somme, elle était là pour compter le nombre total d'abonnés. Et donc, c'est pour ça que quand on construit un exo comme ça de modélisation, si on veut mettre des sommes, il faut que ça ait un sens. Et ça n'a pas toujours un sens, en fait, de sommer des termes d'une suite. Là, ça avait un sens parce qu'on travaillait sur un nombre d'abonnés. Voilà, Mais si l'abonnement c'est 10 € voilà. par mois et qu'on sait qu'elle a eu 6252 abonnements mensuels, eh bien on peut déjà réfléchir à un chiffre d'affaires sur une année. Complètement. Ok. Donc voilà pour les suites, classiques et quasiment un exo de terminal. En fait, le seul truc qui manquait par rapport à un exo de terminal, c'est les limites. Et une Et récurrence. encore, et une récurrence éventuellement. Raisonnement par récurrence que vous verrez l'an prochain. Mais même les limites étaient abordées par des conjectures, mais abordées un petit peu. Donc c'était quand même un exo. J'ai envie de passer c'est beau niveau, ouais. au vrai ou faux peut-être tout de suite, vu le temps qui nous est imparti, ou alors vous Bah, voulez faire... on peut rapidement résumer à la limite, hein, parce que l'exercice de probabilité, la partie A, elle est ultra classique. Ouais. Donc, normalement, la SPMAT a été créée avec un abandon, une épreuve pour ceux qui abandonnent en fin d'année. Donc en fait, vous avez une banque d'exercices, qui est donc la banque des exercices E3C, avec plein d'exercices, et c'est le niveau qu'on demande à un élève qui souhaite abandonner la SPMAT. Et donc, l'exercice 3 en fait a été basé sur ce genre d'exercice, c'est-à-dire que la partie A, c'est exactement ce qu'on vous demandait dans ce type d'examen, et donc il vous donnait 9 points sur 15 pour cet exercice-là. Et la partie B, là, était peut-être un petit peu plus difficile, et là, il y avait peut-être matière à plus en discuter, mais c'était un peu plus de haut niveau. Le fait qu'il y ait un mélange de deux thèmes peut peut-être aussi déconcerter quelques élèves. Mais c'est aussi pour se dire qu'en fait, les maths, certes, on fait très souvent des choses qui sont isolées. Bah tiens, je fais des fonctions, je fais des suites, je fais des probas, je fais de la géométrie. Mais en fait, les quatre peuvent se mélanger dans un seul et même exercice si on veut. Et donc là, c'est un exemple où on mélangeait un peu de fonctions, ou du moins de calcul analytique, etc., d'analyse, Des équations. avec des Ouais. probabilités. Bon, après, je pense que voilà, vous réalisez que maintenant le On retourne un calcul peu c'est dans un le cadre. outil Voilà. et que peut avoir à l'utiliser dans n'importe quelle thématique. C'était important aussi de dire que là, la partie A, c'est vraiment un exo type 3C et ça, c'est censé être fait en 45-50 minutes, quoi. Ouais. Donc là, voilà, c'était chargé, mais c'est parce que voilà, vous avez bien bossé cette année et vous êtes habitué maintenant à faire des sujets de qualité un peu complets, un peu longs, donc vraiment pas d'inquiétude pour l'année prochaine, en tout cas pour l'épreuve écrite du bac. Voilà. Et la partie A, dans les exercices du bac qui sont tombés donc l'an dernier pour les épreuves qui ont eu lieu, la partie A correspond exactement à une partie A de ce qu'il y a très souvent dans les exercices de bac en terminale. En fait, vous avez deux parties, une partie de maths de première en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi évalué sur le programme de première. Très souvent c'est ça, et seulement en deuxième partie, vous allez pousser plus sur de la loi binomiale, des variables aléatoires, ou des choses un peu plus mélangées, par exemple comme celle-là. Mais ça, typiquement, je vois cet exercice-là le jour du bac, je ne suis pas étonné par exemple. Moi, en mon avis, quand j'ai fait bosser mes termes dessus, clairement, je ne suis pas étonné. Ouais, et pour une fois, la partie B, elle était un petit peu rigolote parce que l'indépendance, en général, les événements, ils sont pas indépendants, ou ça se voit dessus qu'ils sont indépendants. Donc, c'était plus un prof de maths cherche à faire un exercice avec des événements indépendants, pas forcément très jolis par rapport à d'habitude. Donc, il met tout ça en équation et il essaye de se dire sur quelles conditions, sur mes probas, je peux avoir des événements indépendants. Donc, on a notre arbre, on se lance dans une équation et en fait, on se rend compte que là, c'était résoudre un polynôme degré 3. Enfin, trouver les racines d'un polynôme degré 3. Bon, c'était pas si difficile d'énoncer, en plus c'était gentil, il vous disait qu'il fallait factoriser par x pour résoudre l'équation égale 0, donc on factorisait par x et après on avait un petit polynôme degré 2
Et donc ça vient sur les automatismes de première en fait, le discriminant qui vient dans tous les chapitres, vous commencez à avoir l'habitude. Ouais. Et donc cette question 3 par exemple, normalement elle aurait dû être faite par tout le monde, même si on ne comprend rien à l'énoncé, on a une équation du 3e degré et il faut trouver les solutions dans un intervalle donné. Donc ça c'était peut-être un petit peu dommage que si peu d'élèves aient réussi à faire cette question-là. Ouais, c'est le contexte qui effrayait, je pense, plus qu'autre chose. Et proprement avec la résolution d'une vraie équation. Alors juste avant l'équation, parce que je pense qu'on peut en parler un tout petit peu, parce que quasiment personne l'a vraiment bien traité, en n'oubliant pas un des éléments. Juste avant, il y a un truc qui aussi a été finalement très mal compris avec cette notion d'indépendance, c'est quand est-ce que j'écris à l'avance que c'est indépendant et quand est-ce que je l'écris pas. Ça, finalement, souvent les deux questions-là qui portaient sur l'indépendance, elles ont été traitées de la même façon. C'est-à-dire, il y a eu en fait, on a cité la définition du cours, puis après c'était très bancal. Donc il y a un truc à bien comprendre, c'est que dans la question de l'indépendance de la partie A, on ne savait pas si les événements étaient indépendants. On le demandait. Donc dans ces cas-là, oui, c'est très bien d'écrire la définition si vous voulez. Ça fait genre un peu vous citer votre cours, mais il faut savoir l'appliquer ensuite le cours. C'est-à-dire que dans la partie A, ce qu'il fallait faire, c'est d'une part calculer ça, et puis d'autre part calculer ça. Et on ne sait pas à l'avance si ça va faire la même chose. Donc on les calcule, voilà. À la fin, on trouve que ça donne deux résultats différents. On écrit que c'est différent, et donc on en déduit que les événements ne sont pas indépendants. Et dans la partie B, en fait, c'est exactement le contraire. Enfin, exactement le contraire. C'est que on veut que ce soit indépendant. Donc, on veut trouver une condition pour que ce soit indépendant. Donc, on part du postulat que ça l'est. Et ensuite, on va raisonner par équivalence. Et c'est un peu la même chose que ce qui se passe quand vous résolvez de manière générale une équation. Vous partez du postulat qu'il existe un x qui va satisfaire à l'égalité qui est l'équation. Et ensuite, on travaille par équivalence pour savoir quand est-ce que en fait, ça va être vérifié. Donc là, c'était la même chose. Et c'est pour ça qu'à la fin, déjà, on a la même structure que pour celle des équations, qui est utilisée ensuite puisque c'est des équations, et qu'à la fin, on a notre équivalence avec une jolie équation qui s'écrivait en effet de manière factorisée. C'était quoi ? 10x au carré moins 7x plus 1. Voilà. Et donc c'est vrai que cette partie résolution de l'équation, donc on l'a détaillé dans le corrigé, donc on peut... Voilà. Mais quand même, il y a un truc qui est vraiment assez fou, c'est d'être passé direct au delta. Pour beaucoup quand même, donc voilà, c'est bien d'avoir le réflexe de dire je vois du second degré, je vais faire du delta, mais en amont, c'est quoi la structure de cette équation ? C'est une structure de produit, donc c'est la règle du produit nul qu'il faut pas oublier. Même si on voit du second degré, il faut pas non plus focaliser que là-dessus. Là, moi, je vois un produit avant tout. Donc avant de me parler de delta, je veux voir apparaître une vraie règle du produit nul. Voilà, et comme celle qu'on apprend en seconde. Et puis après, on va travailler les deux équations séparément. Et en effet, pour celle-là, ça va être du delta. Donc peut être rédigé comme ça, voilà, je ne suis pas obligé d'avoir une rédaction hyper propre en considérant ce polynôme, etc. Mais au moins que je vois qu'il y a vraiment deux équations à gérer. Parce que ça, c'est, voilà, encore une fois, c'est dommage, ça, c'est de la seconde, pas ça, mais le passage de là à là. Et ça, c'est important. Et puis à la fin, dernier truc, c'est que quand on résout des équations, attention, souvent ça passe un peu inaperçu sur quel ensemble on résout. Voilà, souvent, il n'y a même pas écrit résoudre dans un ensemble, il y a écrit résoudre tout court, mais là, il fallait justement faire attention à résoudre dans quel intervalle. L'énoncé était gentil, parce qu'on aurait pu juste dire résoudre l'équation dans R et interpréter les solutions dans le cadre de l'exercice. Complètement. Puisque ce sont des probas et que l'énoncé il disait que X il appartient à 0. Ouais, il y avait le 1 tiers qu'il fallait pas oublier. Mais heureusement oui. qu'il avait l'énoncé, parce qu'en fait, le 0, on peut se dire, est-ce que le 0 est inclus ou pas ? C'est juste que si on acceptait le 0, en fait, l'arbre que vous complétiez, en fait, il n'y avait que la branche du bas qui restait, parce que tout le reste, il y avait soit un 1, soit un 0. Voilà. Donc ça aurait pas eu trop de sens. Voilà. Ça aurait été trop compliqué pour vous faire raisonner sur ça. Donc l'objectif, c'était pas forcément non plus de totalement vous perdre. Mais je crois qu'on a réussi. Voilà, il faut se dire, voilà, peut-être que le contexte n'était pas quelque chose de facile parce que ça mélangeait des notions, mais par contre, quand on regarde question par question, c'est que des choses que vous aviez déjà tous fait, en fait. Et c'est ça, et c'est très souvent en fait le problème quand vous allez commencer à avoir quelques difficultés, vous vous dites, oh là, ça devient de plus en plus dur. Pas forcément, en fait. Certes, on avance dans le sujet, dans l'énoncé, mais en fait, les notions qui sont utilisées, il faut juste se dire, ok, j'oublie un peu tout ce que mes échecs que je viens de faire, je regarde juste cette question-là, ça c'est une équation. Peut-être que dans l'énoncé, je ne sais plus où j'en suis, mais une équation, ça je sais faire. Je vais faire l'équation et vous allez grappiller des points comme ça. Il faut être un peu stratège dans... Complètement. On passe aux fonctions ? Sur l'ordinateur tout à l'heure. Ah purée, il y a l'heure là-bas. Je l'avais pas vu. Mais c'était pour te dire là.
Ah oui, on passe aux fonctions. Ouais, de toute façon, les fonctions, il n'y a pas énormément de choses à dire dans le sens où c'est ultra classique. Peut-être le bluff que tu as vu dans mes copies, par exemple. Ouais, le bluff, faire attention en termes de calcul, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à trouver un résultat de l'énoncé, ou parfois c'est pas forcément un résultat de l'énoncé, mais c'est un résultat qu'on a envie de voir d'obtenir parce qu'on le voit sur la calculatrice. Donc en fait, on force le truc. Et ça se voit à 10 km, c'est pas beau. Donc il faut absolument être honnête et voilà, même s'il manque pas grand chose, qu'on se doute que pour passer de là à là, mince, je sais pas comment faire, je ne force pas le truc, hein, ou alors quand je vois que finalement ce que j'obtiens dans une ligne de calcul, ça va pas me mener à ce que je devrais obtenir, pareil, je l'écris parce que c'est honnête et ça montre que on a visualisé quand même qu'il y avait un souci. Parce que sinon, c'est de la malhonnêteté. Il faut se mettre le correcteur dans la poche, en fait, tout simplement. Oui. Faut pas montrer que vous êtes malhonnête, tout simplement. Vous avez fait une erreur, vous en êtes rendu compte, vous l'écrivez, et là, le correcteur, tout de suite, il a envie d'être gentil avec vous. Non, mais c'est bidon ce que je veux dire. Mais moi, je vois un élève qui s'arrête là parce qu'il voit qu'il y a une erreur. Mais je peux pas savoir, en fait, s'il sait qu'il y a une erreur ou pas, ou si juste il a bloqué à une étape de calcul. Alors que l'élève qui écrit en dessous, je vois que mon calcul n'aboutit pas parce que blabla, là, tout de suite, en fait, on voit quand même que l'élève, il a un ressort derrière. Il a compris les choses. Il y a juste, parce que après on aura l'exercice, mais juste là, il y avait une question peut-être qui était atypique par rapport à des sujets de bac, c'est la dérivabilité et même la définition. En fait, un domaine de définition et un domaine de dérivabilité. Très concrètement, Monsieur Mellet, toi qui travaille pas mal sur les sujets de bac en ce moment, c'est une question qui n'est jamais posée. Ensemble de définition, ça peut arriver, ensemble de dérivabilité, c'est très rare. Oui, mais parce qu'en fait, ce sont des questions. Alors, l'ensemble de définition, la plupart du temps, quasiment tout le temps, est donné dans l'énoncé. Mais par contre, c'est vraiment très important de savoir pourquoi il nous donne ce domaine de définition. Donc, on comprend que ça peut être une question. On peut nous le demander, par exemple, lorsqu'il y a du log en jeu ou des choses comme ça, parce que ça revient presque à faire une question de cours, en fait. Connaître l'ensemble de définition d'une fonction qui n'est pas définie sur R. Oui, par exemple. Et voilà. Et ça, là, vous avez mis un quotient, donc vous devez déjà connaître normalement le critère de définition d'un quotient. Oui, quand est-ce que ça existe un quotient ? Ça existe dès lors qu'on ne divise pas par 0. Voilà. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Rien d'autre que, une racine carrée. Quand est-ce que ça existe ? Mais là, en l'occurrence, c'était un quotient de polynôme, donc c'était pas gênant. On est d'accord. De toute façon, à part une racine carrée et un quotient, il n'y a pas de. Il n'y a que ça, oui. Interdite, quoi. Il n'y a que ça. Et par contre, pour la dérivabilité, ça c'est jamais une question qui est posée classiquement sous cette forme-là. Mais par contre, c'est quelque chose que vous avez toujours à faire dès lors qu'il y a une question qui va parler de la dérivée d'une fonction. Voilà. Et c'est vrai que c'est à placer, avant de balancer l'écriture de la dérivée d'une fonction, il faut au moins dire que c'est dérivable sur le bon intervalle par des opérations. Alors, il n'y a pas besoin d'écrire des tartines. Car quotient de fonction usuelle, etc. Ça va très très vite et toujours après mettre le petit soit x appartient à ça, hop, et maintenant je commence à dériver. Mais exactement. Donc des questions finalement dont le résultat est attendu au sein d'une question plus générale, qui est celle de calculer f' de x ou de déterminer l'expression de la dérivée. En fait, il faut comprendre, est-ce qu'on a le droit de manipuler les quantités qu'on a devant les yeux ? Est-ce qu'elles existent ? C'est ça la question intrinsèque et qui va être super importante aussi finalement dans le supérieur. Oui. Quand vous allez travailler en physique ou en biologie, quand vous allez définir des quantités, elles auront un domaine de définition et donc il faut que ça soit en accord avec les maths derrière. Sinon, imaginez que là, pour x égale moins 2, on trouvait une solution plus tard dans l'énoncé. Non, c'est pas possible parce que de base, le problème n'est pas défini pour x égale à moins 2. Donc c'est important. Complètement, et puis il faut bien réaliser tout ce qui se passe entre ça et ça. Hein. Pas oublier que pour avoir réussi à obtenir f' de x pour les fonctions usuelles, on a dû passer par des taux d'accroissement, des calculs de limites, des choses incroyables. Donc c'est plutôt sympa qu'on ait le droit finalement à ces jolis tableaux de dérivation qui sont très pratiques. Et donc par respect, on peut au moins dire que oui, on a réussi à dire que c'est dérivable. Par respect par respect pour tout le boulot mathématique qu'il y a eu derrière en fait. Et qui nous échappe. Pour les heures qu'on ne vous a pas fait passer à démontrer toutes ces formes. Exactement, et puis par respect pour Leibniz et Newton. C'est le programme pour certaines. On a la formule du produit par exemple de la dérivée au programme de première et on se demande pourquoi d'ailleurs, tellement c'est horrible. Apparaître le moins u'V. Elle est jolie pour quelqu'un qui veut faire des maths plus tard, mais pour des élèves de première, elle n'est pas nécessaire. Je trouve même pas qu'elle soit si jolie que ça, parce qu'elle demande de faire apparaître un peu artificiellement quelque chose. Elle est astucieuse. Elle est astucieuse, mais elle demande quasiment de connaître le résultat à l'avance pour finalement pour le faire apparaître, parce qu'on n'a pas forcément l'idée d'aller. En maths, ça arrive souvent des démonstrations, on doit faire apparaître quelque chose. Et donc c'est là où moi je trouve que c'est joli, parce que pour moi l'astuce est jolie. Ouais. Pour moi, une astuce, ça peut être joli. Par exemple, pour Gauss, écrire la somme de l'autre côté,
pour la somme des entiers naturels. Oui. C'est une astuce finalement de l'écrire dans l'autre sens et de se rendre compte que la somme sur les colonnes est constante. Donc, et c'est ce qui fait la beauté de la démonstration que Gauss nous a proposée, quoi. C'est vrai. Comparé à une récurrence en terminale horrible qui pourrait faire le même résultat. Oui. Qui voilà. Bon, après, qui est pas si horrible non plus, mais bon, qui est ouais. Pas du même ressort. C'est utiliser un marteau-piqueur pour enfoncer un trou, quoi. Donc, je suis d'accord. Ouais, donc pas grand chose à dire sur ce sujet, à part que ça a été quand même plutôt bien traité, même très bien traité. Il y a de la belle rédaction là-dessus, c'est bien, il y a peu d'erreurs de calcul, à part que c'est quelques petits bluffs. Il y a peut-être le bonus, parce que personne ne l'a fait. Ouais, tu veux le faire peut-être Non, je le connais pas, moi, vas-y, fais-le. Qui l'a fait Adam Adam, un autre élève, enfin il y en a un qui l'a fait. Mais Adam, enfin bref. Mais en tout cas, pour le bonus, il faut se... En fait, alors... Il y a des choses que vous avez sûrement vues déjà en première, mais en fait, on utilise quelque chose qu'on voit dès la seconde. Existe-t-il un point en lequel la tangente est parallèle à t, deux droites sont parallèles, si et seulement si. Et là, c'est quelque chose que vous voyez dans les fonctions affines, du coup, parce qu'on va parler de droite, dans le chapitre de fonctions affines de seconde. Dans les fonctions affines, on va décomposer ça comme un coefficient directeur par la variable x, plus une ordonnée à l'origine, s'il y en a une. Si elle ne vaut pas 0, par exemple, on ne va pas l'écrire. Mais... faut juste regarder l'égalité des coefficients directeurs en fait. Et là, c'est à vous de vous dire, mais pour une tangente, c'est quoi son coefficient directeur ? Et ça, c'est quelque chose où peut-être que, le fait que ce soit une question bonus, tout de suite, vous avez peut-être dit, ça va être quelque chose de très très difficile. Le truc avec les parallèles, c'est qu'on peut dire des vecteurs directeurs sont collinéaires. Il y a plein de preuves. Je peux avoir un parallélogramme. Ça, c'est des résultats de... Après, c'est bien de faire un petit schéma aussi. Moi, je trouve que le croquis aurait été assez utile. C'est de se dire, alors je sais plus quelle était l'expression de la tangente, peu importe à la limite, mais de dire, en fait, on a une tangente qui est fixée, qui a été trouvée quelque part, un moment dans un exercice, et puis on se dit, est-ce qu'il existe un point dans lequel la tangente est parallèle ? On imagine en fait que, je sais pas, le point il pourrait être peut-être par là, voilà, et puis... là, en l'occurrence, il n'y en aurait certainement qu'un autre, voilà, mais peut-être qu'il n'y en aurait pas, on ne sait pas à l'avance, mais le croquis nous aide à les imaginer. Déjà, le fait aussi de se dire que là, on a besoin peut-être de poser quelque chose, de poser un A ou de poser un X, parce qu'on ne le connaît pas, ce point, on ne sait même pas s'il existe. Mais s'il existe, et puis il peut même y en avoir plusieurs, son abscisse, c'est X. Ou A, je ne sais pas ce que vous mettez. Plutôt A. Plutôt A, parce qu'on est embêté par le X, qui nous fait penser plutôt... Voilà. Oui, parce qu'il y aura l'équation de la tangente, mais encore une fois, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, parce qu'on va travailler que sur les coefficients directeurs, parce qu'on n'a pas du tout besoin de l'équation complète. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est assez étonnant, c'est que souvent, vous, les élèves, vous arrivez très bien à connaître par cœur l'équation réduite de la tangente parfaitement jusqu'au bout, c'est-à-dire avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, finalement écrit dans sa forme un peu bizarroïde, mais qui permet de mieux la retrouver, le f' de a fois x moins a plus f de a. Et puis par contre, quand on vous demande juste le coefficient directeur, bizarrement, il n'y a plus personne. Ouais. Et alors que c'est juste f' de a, et que ça se lit d'ailleurs en regardant l'équation réduite. Exactement. Mais c'est vraiment un truc qui doit être... C'est de là que vient la définition de la tangente. La définition de la tangente, c'est la droite qui passe par le point de coefficient directeur là, et le point, donc on regarde l'abscisse. Complètement. Voilà. Donc là, il y avait une première tangente T qui avait pour équation moins 6x moins 7, y égale moins 6x moins 7. Voilà. Et on avait le nombre dérivé et pour donc, tout x. Voilà. Et donc le nombre dérivé, f' de x. Donc f' de a tel qu'on l'a appelé ici, on ne sait pas si a, s'il y en a un, mais on va aboutir à une équation. Pourquoi ? Parce que là, en fait, le coefficient directeur de cette tangente, on le connaît, il apparaît clairement. C'est moins 6. Déjà. Alors, on sait qu'il y en a un parce qu'on sait qu'il y a la tangente. Donc ça, c'était en moins 1,5. On a au moins une solution. Ouais, on s'attend à avoir le moins 1,5 en solution de cette équation. Exactement. Voilà. Mais y en a-t-il plusieurs ? Voilà. Et on sait bien sûr qu'on va l'obtenir, mais exactement, y en a-t-il un autre ? Donc, on obtenait une équation qui n'était pas si facile que ça d'ailleurs à résoudre, parce qu'il fallait se rappeler de la méthode qui était le quotient nul. Et avant d'avoir le quotient nul, parce que c'est une idée générale aussi sur les équations, de se dire que quand j'ai une équation, si je veux y arriver, il faut que j'essaie peut-être de mettre tout à gauche, de mettre égal 0, puis de factoriser ou de mettre sous le même dénominateur, quand c'est pas une équation du premier degré. Mais en fait, quand c'est pas une équation du premier degré, c'est quasiment pour toutes les équations. Parce que les équations du premier degré, vous allez quand même pas les trouver souvent à ce niveau désormais, même si elles servent de base à toutes les autres équations. Mais il faudra quand même bien retenir ce principe que... là, quelle que soit l'expression que j'ai de grandes chances de devoir mettre tout à gauche égale 0 et de devoir factoriser ou mettre sous le même dénominateur. Puis ensuite, c'est le quotient nul. Donc on trouvait,
un autre point, je sais même plus. Il y mais, avait une autre solution, voilà. mais alors après le nombre, je me rappelle plus. Mais... Ouais, on va pas le refaire de toute façon. C'est Enfin, pas, à la fin, en pas fait, le on était problème. amené encore à refaire du delta, etc. En Ouais, fait, hein, ça mais repartait là-dessus, puisque encore une fois. le Bah, il y a dénominateur deux était différent Il y a de deux moins deux. solutions, donc À voilà. partir du moment où il y a deux solutions, ça veut dire que probablement on doit se ramener à un polynôme degré 2 égale 0. Peut-être un polynôme degré 3, s'il y a peut-être 3 solutions, je sais pas, ça dépend. Ouais, avec une on petite peut avoir- factorisation on peut avoir- par x, encore une fois, comme Ouais, on On peut l'a eu. avoir voilà. une double. On peut Oui, avoir un oui, polynôme de oui. degré 3. Ouais, non, mais voilà, enfin, il y a- Mais oui. En tout cas, si vous voulez un polynôme degré 3, normalement il faut faire gloops, parce que si l'énoncé ne vous a pas aidé, vous savez pas trop faire. Il À y a- part avec une Ah, factorisation. part voilà, avec il y a une forcément une factorisation. factorisation qui Ouais. apparaît. Et encore, regardez, quand il y a une factorisation par x, on le dit dans l'énoncé CF, l'exercice probable. Mais c'était nécessaire, je pense aussi. Ça. Ouais, Ok. c'est important. Mais donc ça, ce sont les 3 exercices qui ont été plutôt les mieux réussis. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif pour vous les élèves, c'est que quand on vous donne un QCM, ou du moins un vrai ou faux en l'occurrence ici, ben en général, vous êtes content. Sauf que vous êtes content, mais nous, on n'est pas du tout content quand on regarde les copies, parce que alors peut-être que vous prenez l'exercice à la légère, ou du moins que vous n'êtes pas habitué à ça, parce que pour vous, un QCM, vous êtes trop habitué à ne pas justifier. Et alors attention, au bac, il peut y avoir des QCM qui demandent justification, comme il peut y avoir des QCM qui ne demandent pas justification. Mais en l'occurrence ici, il vous fallait justifier chaque question dans le vrai ou faux, et il y a eu d'énormes difficultés en fait pour beaucoup d'entre vous. F' de 1 égale 1 demi. Qui veut passer au tableau un petit peu? Bah, Moi, je peux. Ouais, tu veux aller? Allez, vas-y alors. Ah, cette question-là, le stylo s'il te plaît. Bon, alors la courbe est dans l'autre sens sur le. Allez, dans l'autre sens. Ici, mais c'est pas très très grave en l'occurrence, vous voyez bien. Non, en fait, dans cette question-là, il y a plusieurs choses. Il Nicolas, faut tu veux le comprendre, micro, faut comprendre ce qu'est en fait f' de 1, le nombre dérivé en fait. C'est le coefficient directeur d'une tangente. Donc, vous devez regarder sur votre graphique et sur votre graphique, vous aviez de la chance parce qu'on avait tout dessiné du coup. Donc, vous aviez au point d'abscisse 1, vous aviez une courbe et un point et la droite. Et donc, l'idée c'était, est-ce que ça vaut un demi? Alors, du coup, le premier réflexe qu'on a, c'est quand on regarde ça, le coefficient directeur de la tangente, on sait comment le calculer. On fait ici plus 1 et on regarde ici dans les graduations où ça en est. Et c'était le piège finalement de cet exercice, c'est parce que du coup, quand on faisait ça, on avait l'impression de faire plus 1,5 et donc de dire, le coefficient directeur de la tangente, c'était ça. Ouais, mais alors attends, parce que c'était le piège, mais en même temps, si c'est bien rédigé et qu'on arrive à 1 demi, il y a plein de points. Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'il y a eu aussi des petits soucis quand même d'explication de ce 1 demi et de comment je l'obtiens avec un langage qui est quand même souvent pas terrible là-dessus. Et au moins, le simple rappel du fait que f' de 1, parce que f' de 1, pour l'instant, tel que je le vois, il n'y a aucun rapport avec une tangente, donc c'est le moment de le citer. F' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente. Effectivement. Voilà, ou c'est la pente de la tangente au Voilà. point d'abscisse 1. Et donc ça, il fallait au moins l'écrire quand même. Et ensuite, on peut aller balancer soit l'explication de j'avance de 1 et je regarde de combien je monte, mais qui n'est pas terrible. Donc ça, voilà, c'est disons beaucoup mieux que d'utiliser c'est ça. un premier truc qu'on peut se dire. Après, effectivement, le mieux ce serait de repasser par, à la limite, la valeur du coefficient directeur qu'on avait en seconde, ou même comme toi tu le fais avec un delta y et un delta x, c'est-à-dire que quand je fais un certain pas vers l'avant avec mes x, et je regarde la hauteur ou la pente que j'ai avec le y, et donc la différence d'ordonnée sur la différence d'abscisse, et on obtient aussi un coefficient directeur. Mais là, le truc, c'est que si maintenant vous n'avez toujours pas capté le truc qui permettait de faire l'exercice, regardez le sujet et prenez un petit peu de recul. Et en fait, il y avait un autre point là. Pourquoi on l'avait dessiné? C'est la première chose, quand vous voyez ici un premier point, dites-vous, est-ce qu'il n'y en aurait pas un deuxième quelque part pour voir si on ne nous a pas donné des coordonnées? Et on vous donne rarement une information pour qu'elle ne serve à rien. Eh oui, voilà, c'est ça. Et donc en fait, ça vous donnait un nouveau point, et avec ce nouveau point, on avait des abscisses, des ordonnées, ça devait être... Il fallait trouver quoi? C'est 10,5 peut-être? Il y avait du 4 Voilà, 9 quarts à la fin, un truc comme ça. 9 quarts exactement. Ou un truc du genre. Et Enfin, 9 voilà. quarts, 9 quarts, c'est 4 presque... 9e, ouais, 4 9e. Ouais, 4 9e, 9e ouais, plutôt, ouais. ouais. Voilà. Et du coup, 4 9e, c'est presque un Bah demi. ouais, c'est presque un demi, c'est pour ça que ça prêtait à confusion de se dire, mais est-ce que c'est... Mais normalement, on doit se dire, ça tombe pas pile. Dès lors que ça tombe pas pile ou qu'il n'y a pas un gros point, justement, comme celui qui avait été dessiné plus loin, c'est qu'on doit passer par la formule et par vraiment un déplacement
horizontal et un déplacement vertical qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus importants pour que cette erreur qui est minime quand on avance de 1 carreau, on constate qu'en fait elle n'est pas si minime que ça quand on avance de 10 carreaux. C'est ce que vous faites pour ceux qui sont en spécialité physique quand vous faites dans vos TP, vous prenez toujours 10 fois, 30 fois la période de vos phénomènes et vous divisez par 30 pour limiter les erreurs de calcul. Et donc c'est un peu, on peut faire pareil ici. C'est un peu la même idée. Voilà. Ouais. Mais après du coup ça avait l'intérêt de se dire il y avait plusieurs niveaux de compréhension de l'énoncé. Oui. Il y avait toujours des points qui étaient donnés même pour ceux en demi effectivement. Et il fallait effectivement l'information la plus importante c'était quand même de dire que le nombre dérivé était le coefficient directeur de la tangente quoi. C'était Ouais. En tout cas, pour cette première question du vrai-faux, il n'y avait pas de problème de logique. Parce qu'on le verra après, il y avait des problèmes de logique. Là, on comprenait très rapidement que ce qu'il fallait faire, c'est calculer ce truc-là et vérifier si ça fait un demi ou pas. Mais aucune difficulté de type syntaxique, ce qui peut arriver fréquemment quand il y a du vrai-faux. Et c'est ce qui arrive, je crois, direct pour la question d'après. Non, c'est pour la troisième. La question d'après, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de problème de logique. Il y a eu beaucoup de problèmes d'oubli de la méthode. Voilà. Pour le deuxième, l'idée c'était quand même de se dire, vous aviez 30 sur 6 si je me rappelle bien. Il fallait du coup dire si son cosinus était égal à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc première réponse qu'on n'a pas beaucoup vue finalement, la calculatrice me donne ça. Franchement, moi j'aurais mis peut-être même des points pour un élève qui aurait pu, même si c'est une justification. Ouais, alors moi j'allais dire quand même que ça aurait vraiment aucun sens par exemple de mettre cette question dans un QCM vrai-faux sans justification. Ah oui, Pourquoi ? Parce que là il y a juste à taper ça dans la calculatrice et à vérifier si ça fait le bon résultat. Alors là, vous pouviez au moins déjà vous vérifier. Oui, ça c'est très très fort. Je dis pas qu'il vous n'avez pas le droit de dire faux si c'était vrai ou de dire vrai si c'était faux. Alors vous avez toutes les conditions pour vous vérifier, sauf si vous ne savez pas régler votre calculatrice en radian. Mais ça c'est encore autre chose. Alors la vérification, elle est essentielle. Mais voilà, faut faire le lien tout de suite avec ce que vous avez dû apprendre. Alors, sans aller forcément jusqu'à la notion de mesure principale, parce qu'on peut se dire, mais ça c'est une méthode quand même un peu spécifique, qu'on a vu peut-être vers le début de l'année, on ne sait plus trop utiliser, mais au moins comprendre que le problème de 31 pi sur 6, c'est que c'est trop gros ça comme mesure, et que sur un cercle trigo, je tourne, et puis certainement que j'arrive à un endroit qui est plus sympa à placer que 31 pi sur 6, parce que quand je fais des tours complets, je fais des 2 pi et puis en fait je fais des 12 pi sur 6 et qu'à force de faire des 12 pi sur 6, je vais diminuer mon pi. Voilà, effectivement. Et donc du coup là pareil, plusieurs approches. Soit vous êtes à l'aise avec la mesure principale, sur votre brouillon vous faites la mesure principale et vous dites que cet angle-là c'était moins 5 pi sur 6. Alors en termes de mesure principale, donc, les élèves de sortant, ils ont vu cette notation-là. Pour les autres, disons que c'est à 2 pi près, c'est-à-dire que cet angle-là, il est représenté de la même manière sur le cercle trigonométrique que cet angle-là à 2 pi près. Sans tenir compte du nombre de tours qu'on va faire en plus ou en moins lors de l'enroulement de la droite. Donc ça c'était une première méthode, ou sinon moi je sais que mes élèves, je leur ai expliqué juste, vous divisez votre cercle, votre demi-cercle en 6 parties, pareil en dessous, et vous comptez 32 fois. On s'en fiche, s'il y avait 190 sur 6, j'avoue que là, peut-être que la division euclidienne et la mesure principale quand même, elle apprend ça. Ouais, à 31 pi sur 6 ça passe. Le 31 pi sur 6 ça passait, et donc en fait vous obteniez cet angle-là en fait, pour le 31 pi sur 6. Et donc après, ça donnait 0,5 points à la question, il me semble. Même sans justification de pourquoi il est là, celui-là. Donc allez-y, vraiment faites un dessin, etc. Et après, il fallait relier du coup ce 31 pi sur 6, son cosinus du coup, à ce racine de 3 sur 2. Et donc le seul angle du cours que vous connaissez avec du racine de 3 sur 2, c'est le pi sur 6. Et donc il faut, là, à ce moment-là, pour la justification, elle est un petit peu plus difficile, mais il fallait voir que ça c'était pi sur 6 plus pi, et donc... mais il se rappelait les angles associés, voilà, mais sans forcément aller parler de cette notion-là, ou d'expliciter la formule, parce que visuellement, ça pouvait largement passer. En fait, voilà, si vous nous mettiez racine de 3 sur 2 pour le pi sur 6 ici, et là, moins racine de 3 sur 2, je pense que vous mettez tous les points. Bien sûr. J'ai pas eu beaucoup ce cas-là, donc c'est pour ça que je sais pas, mais voilà, on aurait mis tous les points pour ça, et ça sert à ça en fait le cercle trigonométrique, c'est un outil que c'est indispensable dans une question de trigo, avec de la mesure principale ou avec du cosinus et du sinus, de faire le dessin. Vous ne pouvez pas passer à côté sans faire un dessin. Et vraiment de nouveau c'était quasiment la moitié des points ce dessin-là. T'es à moitié hors du champ par contre, qui évite de te mettre trop à droite. Alors la question suivante, alors c'est celle-là finalement qui est peut-être l'une des plus intéressantes du sujet, moi je trouve. Alors elle a l'air... Elle est un peu déstabilisante parce que ça c'est de la logique, voilà.
Et alors là, il y a vraiment de quoi en parler beaucoup. Alors on n'aura pas le temps d'en parler énormément, malheureusement, mais on va quand même en parler un petit peu. C'est-à-dire que la phrase qu'on voit, on a l'impression de voir une phrase de cours. C'est ça. Mais en fait, elle est écrite à l'envers. Et le fait qu'elle soit écrite à l'envers, attention, parce que ça fait dire n'importe quoi. Le fait qu'elle soit écrite à l'envers, on se dit, alors en fait, on peut se dire, elle est fausse parce qu'elle est écrite à l'envers. Mais alors ça, c'est pas un raisonnement du tout. Ouais. De se dire, non, je connais pas cette phrase parce qu'elle n'est pas dans mon cours, donc elle est fausse. Excusez-moi, mais ça, c'est pas acceptable. Ou alors, essayer, peut-être encore pire, de remettre la phrase à l'endroit et démontrer ce qui a été mis à l'endroit, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même phrase. Ouais, c'est peut-être encore pire. Attention, les maths, ce qui est hyper important, c'est les connecteurs, la syntaxe qui est utilisée, et là, le si alors Ouais, est voilà, essentiel c'est ça. En fait, d'être compris dans le bon sens. Ça veut dire f de x positif pour tout x entraîne delta négatif. C'est si j'ai pour tout x f de x positif, alors mon delta mon discriminant est strictement positif, négatif. Ouais. Donc la première chose à faire quand vous avez un si alors, c'est de supposer du coup ce qu'il y a là. C'est si je suis dans ce cas-là. Et il y en a beaucoup qui ont posé un polynôme et qui ont calculé le discriminant. Ah bah tiens, il est positif, perdu. Enfin, ça marche pas. Bah non, là, on ne parle pas de tous les polynômes de degré 2. On met une condition sur notre polynôme de degré 2. La condition, c'est il faut que pour tout x, ce soit positif. Alors du coup, il y a plusieurs manières de faire. Soit on fait un dessin, soit on prend un polynôme de degré 2 qu'on connaît et qui, finalement, on sait qu'il est toujours positif. Alors il y en a plein, des polynômes qu'on connaît. Hein. Il y a x égale x au carré. Ça, c'est un polynôme de degré 2 qui est toujours positif. C'est un carré est toujours positif. Ouais. Mais moi, juste avant, quand même, parce qu'il y a un truc important là-dedans aussi, on n'en a pas parlé, c'est qu'encore une fois, c'est un vrai-faux. On voit un truc qui ressemble à une phrase du cours, mais malheureusement, c'est pas une phrase du cours, c'est l'inverse. Est-ce que franchement, vous pensez que c'est vrai? Non, sinon ce serait dans le cours. Ce serait dans le cours. Donc, et ça, c'est hyper important parce que on se dit, en fait, démontrer que des affirmations sont fausses, c'est toujours beaucoup plus simple que démontrer qu'elles sont vraies. Quand on veut démontrer qu'une affirmation est vraie, quand elle est pour tout x, j'ai besoin de faire une preuve générale, j'ai besoin de travailler avec des x, j'ai besoin de faire de la généralité. Alors que quand une phrase est fausse et que je dois démontrer qu'elle est fausse, j'ai besoin d'un contre-exemple. Et ce contre-exemple, eh ben, il va me suffire d'aller le chercher, d'aller en créer un, c'est ce que tu es en train de faire. Alors après, l'idée, c'était pas forcément de créer un contre-exemple, c'est juste déjà de voir ce qui se passait un petit peu. Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des exemples pour essayer de voir si ça a l'air vrai ou si ça a l'air vrai. Ça s'appelle une conjecture, c'est aussi très important. Voilà. Mais franchement, à aller au-delà et se dire, mais ça, j'ai jamais vu ça, ça doit être complètement faux. Du coup, juste manipuler des polynômes du second degré, en tester, mais même au hasard en fait. Même aller en créer au hasard, sans avoir d'intuition folle sur se poser et se dire, ah non, il m'en faut un qui soit toujours positif. Et que, voilà. Donc, travailler sur quelques polynômes du second degré et voir comment ça se comporte. Voilà. Éventuellement. Alors, on aurait du mal, parce que, en fait, il aurait fallu tomber sur un polynôme avec un delta nul. Donc, on aurait du mal à en trouver un comme ça direct. Donc, évidemment, là, il fallait essayer d'aller aussi, et là, se dire, j'essaie de comprendre qu'est-ce que pourrait être un contre-exemple. C'est-à-dire, en quoi, en fait, un polynôme serait un polynôme de ma petite, qui sort de mon cerveau pourrait contredire la phrase qui est là. Donc c'est ce que tu es en train de faire. Se dire, il faut que je trouve un polynôme qui soit positif ou nul pour tout x et qui pourtant ait un delta qui soit pas strictement négatif. Et là, c'est la négation du si alors. Ça peut être un peu dur d'un point de vue logique. En fait, la négation d'un si alors, c'est je dois avoir ce qu'il y a à gauche et le contraire de ce qu'il y a à droite. C'est-à-dire, je dois avoir un f de x positif ou nul, et je dois avoir un delta qui ne soit pas strictement négatif. Ouais. Bah, donc du coup, franchement, avec un exemple comme ça peut être la première idée, mais avec tout ce que vous avez fait avec vos polynômes de degré 2, etc., pendant toute l'année, faites un dessin en fait. Un polynôme qui est supérieur ou égal à 0, il n'y en a pas un milliard, donc les polynômes... Ah si, il y en a un milliard. Enfin, si, il y en a même plus, effectivement. Ouais, il fallait... Voilà. Mais vous faites votre dessin, vous avez soit un truc comme ça, dans ce cas-là, ce polynôme de degré 2 est toujours positif, mais regardez comparé au discriminant, parce que c'est quand même ça l'objet de la question. Bien sûr. Là, du coup, il a combien de racines ce polynôme? Il n'y en a pas, donc il a un discriminant négatif. Donc pour celui-là, on a l'impression que c'est vrai, en tout cas. C'est une fonction... La phrase est vraie pour ton exemple. Voilà, pour cet exemple. Mais c'est qu'une conjecture, donc on n'est pas sûr. Donc continuons. Il y en a encore d'autres, des fonctions positives. Et effectivement, là, il fallait penser, le cas où le discriminant il est égal à 0. Je prends une fonction positive, et qui a du coup un discriminant qui vaut 0, puisqu'ici j'ai une unique racine. Et donc là, finalement, elle va contredire directement l'exemple. Donc juste en faisant les cas de figure de votre cours sur les positions entre un polynôme de degré 2 et l'axe des abscisses, le résultat est plutôt
la disjonction de cas avec les deltas, les discriminants, vous aviez la réponse. Ouais. Et finalement, c'est un contre-exemple qu'on a créé, mais qu'on a créé graphiquement. Voilà. Et ce serait parfait. Et c'est vrai que les dessins, les croquis, c'est hyper important. Souvent, les élèves, ils ont l'impression que ça va pas aller en termes de justification, en fait, c'est pas digne d'une copie. Et moi, je trouve que c'est un peu le contraire et qu'on devrait vraiment plus mettre la part belle. belle. Un contre-exemple, le dessin, c'est bien. Et même si jamais ça n'allait pas, ça donne toujours une intuition de quelque chose. Ouais. Ah bah tiens, je vois qu'avec un dessin ça marche. Maintenant, analytiquement, comment est-ce que moi je peux trouver une expression algébrique qui là, marche? on a un dessin, mais on aimerait quand même avoir du coup un vrai exemple si on voulait pousser la vraie démonstration. Donc si vraiment on a envie de faire tout ça, trouvons une fonction qui ressemble à celle-là. Et donc c'est pour ça que le f de x égale x au carré est pas mal. Parce que du coup, celui-là, vous la connaissez quand même très bien. C'est une fonction paire qui vaut 0 en 0 et c'est un polynôme de degré 2. Donc vous avez votre u comme ça. Et donc là, vous allez fatalement avoir votre discriminant qui vaut 0, etc. etc. quoi. Donc f de x égale x au carré, c'était un contre-exemple qui marchait. Mais attention du coup à la rédaction. Il fallait du coup bien dire que ce nombre-là est toujours positif, quel que soit le réel x dans R. Ça c'est aussi important, le quel que soit x dans R. Parce qu'il faut vérifier la condition. Tout ça. Oui, parce que si maintenant c'était pas pour tout x dans R, mais c'était juste un pour tout x dans un intervalle, quand je prends un delta comme ça par exemple, une fonction comme ça avec un delta qui est strictement positif, si vous prenez des x qui sont dans cet intervalle-là et cet intervalle-là, f de x sera toujours positif. Donc là, ce pour tout x dans R, il avait aussi finalement son importance dans l'énoncé. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu changer finalement pour que ce soit vrai cette phrase? Parce que ça se joue à rien en fait. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais, ça se joue à juste ce petit truc là, non? C'est ça, ouais, c'est ce supérieur ou égal. C'est cette subtilité du fait que, f de x, il a la possibilité de égal à 0. Ou dans l'autre sens. Ou dans l'autre sens. Ou tu rajoutes la barre, avec un delta inférieur sinon, ou égal à 0. Ouais. Sinon, comme ça, ouais. Voilà. Mais delta inférieur ou égal à 0, c'est moins intuitif parce qu'on a plutôt l'habitude de le comparer à positif plutôt que négatif, effectivement. Complètement, on passe au dernier, la suite. Ouais. Toute dernière suite, alors une suite en fait qui n'était pas si évidente, mais alors là, c'est la méthode, ouais, en termes de méthode. Et alors même au-delà de ça, en termes d'horreur en fait qu'on a pu dire, non mais vraiment sur finalement la compréhension de ce que c'est qu'une suite quoi. Parce que encore il y a eu des trucs un peu horribles mais qui étaient quand même intéressants. C'est-à-dire des élèves qui ont essayé de dire c'était 1 sur n plus n. Ça fait un moment qu'il ne tourne plus lui. Ah mince. Je vais le remettre mais c'est pas grave. Si on a tellement qu'on a le tableau c'est bien. Ouais, tant pis. Ça tourne encore le tableau, bonjour. Ça c'est jamais, on espère, sinon. Ouais. Tout à l'heure, quand toi t'avais regardé, c'était bon. Alors, le n plus 1 sur n, là, n plus 1 sur n, ok. Moi j'ai vu des trucs qui me semblaient peut-être intéressants. Positif, donc l'unité croissante. Ah ouais. Ça. Non, mais des gens qui ont essayé de dire que. Mais attends, mais c'était n plus 1 sur n ou n moins 1 sur n? N moins 1 sur n. Pourquoi j'ai un plus là? Ah oui, j'avoue, toi dans ton ordinateur, j'ai un mauvais sujet. T'as le mauvais sujet imprimé, mais c'était bien n moins 1 sur n. Moi je vais celui qui est à l'écran, c'est n moins 1 sur n, ouais. C'est n moins. Ouais, n moins 1 sur n, bah oui. Parce que j'ai pas la version définitive. Ouais, si. Ah, voilà. Okay. C'est possible. n moins 1 sur n, évidemment. Non, mais pourquoi je me rappelle de ça? C'est parce qu'il y a des élèves qui ont essayé un truc incroyable, quand même. C'est pas au point sur la méthode, mais qui ont essayé de me dire, qui ont essayé de me dire qu'en fait, oui, c'est n qui va gagner parce que dans le combat entre n et 1 sur n, le 1 sur n il augmente bien moins vite. En fait, c'est top. En fait, voilà. Et en fait, je regrette d'avoir pas mis peut-être plus de points à ces gens-là qui au moins sentaient un peu ce qui se passait. Bien évidemment, c'est hyper dangereux parce que parfois il y a de l'intuition comme ça et en fait c'est n'importe quoi. C'est des équivalents de post-bac, ce genre de raisonnement. Ou sinon des personnalisation. Ouais, sans aller jusque-là, je pense qu'ils ont juste, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est le côté combat. C'est le côté combat un peu comme ce qu'on aura en terminale avec les croissances comparées. On a envie de dire que c'est lui qui va gagner, dans le combat. Mais bon, voilà. On a envie de se dire c'est ça. Ouais. N fois un truc qui est alors... proche de 1, ça serait du coup 1 sur n carré va tendre vers 0. Ouais, mais alors attention, parce que là tu travailles sur la limite, mais moi c'était juste en termes de croissance. Oui, mais en termes de croissance. Et en termes de croissance, voilà. On dit à partir d'un certain rang, voilà, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu des énormes trucs affreux sur la notion même de c'est quoi une suite croissante en fait. C'est quoi la monotonie d'une suite?
C'est quoi une suite croissante? Alors déjà, un truc par rapport au vrai-faux qui est important, se dire je ne sais pas si c'est croissant ou décroissant ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je calcule des termes, éventuellement, avec ma calculatrice. Et au moins, je suis guidé, je suis un peu dirigé. Et c'est vrai qu'en calculant les premiers termes ou en les faisant calculer à la calculatrice, on voyait que ça semblait strictement croissant. Voilà. Donc, bien évidemment, ça ne suffit pas à le prouver. Hein. Ça ne suffit pas à prouver. Donc, il fallait se lancer dans la méthode, dans la démonstration, c'est ce que tu écris au Oui, mais, de nouveau, tableau. mais finalement, de nouveau, calculatrice, vous dites que les termes ils semblent augmenter, j'ai l'impression que, je peux conjecturer que, vous avez des points. Parce que mais oui, et attention avec ce mot, ou alors avec ce type de mot, sembler, conjecturer, je pense que, voilà. Et pas écrire que c'est déjà démontré. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc du coup, il faut connaître le cours et UN plus 1 moins UN est positif. Donc ça veut dire, il y a une étude de signe, il faut calculer UN plus 1 moins UN. Donc pour la première chose à faire, c'est exprimer UN plus 1 en fonction de N. Donc ça, dans le chapitre dessus, vous avez l'habitude. Hein. Donc vous remplacez N par N plus 1, donc ça faisait N plus 1 sur N plus 1. Et du coup, quand vous faites UN plus 1 moins UN, vous allez avoir les N qui vont simplifier. Bon, je vais peut-être faire tout le calcul comme ça, bien sûr, mais... moins UN, il ne faut pas se tromper, pareil, voilà, donc règle du moins parenthèse. Hein. Donc ici, effectivement, les N vont simplifier. On va avoir du 1, on va avoir moins 1 sur N plus 1. Et du coup, moins plus 1 sur N. Et donc quand on voit ça... Alors à cette étape-là, alors c'est là qu'il y avait, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas repéré. Moi, je voulais que les élèves fassent un peu autre chose que je voulais qu'ils aient un réflexe, mais en fait, on ne l'a pas du tout et c'est normal qu'on ne l'ait pas parce que quand on voit 3 éléments, de toute façon, on se dit c'est les 3 éléments que je vais mettre sous le même dénominateur. C'est pas juste 2 éléments. Mais en fait, c'est que le moins 1 sur N plus 1 plus 1 sur N, en fait, le 1 sur N moins 1 sur N plus 1, on l'a déjà traité en exemple de cours un peu et on sait en fait qui est plus grand, qui est plus petit. Donc on se doute bien qu'en fait 1 sur N moins 1 sur N plus 1, c'est 1 sur N le plus grand, donc en fait ça va être une quantité positive. Et donc ça c'était une astuce qui permettait d'éviter un certain de l'aide de seconde en fait, hein, c'est la fonction inverse. Oui, alors ouais bien sûr, mais tu vois, la difficulté c'est au sein même d'une expression qui comporte en plus un 1. Voilà, donc c'est ça qui est un peu perturbant. Sinon, le réflexe méthode à avoir, encore une fois, quand on a un truc pareil, on veut étudier le signe, c'est le même dénominateur. Il n'y a pas à tortiller en fait. Donc il y en a qui se sont lancés dans ce calcul-là, qui était un peu fastidieux, c'est vrai, mais il faut aller. Voilà, c'est du réflexe méthodologique. Je veux un signe, un peu comme tout à l'heure, on a parlé d'équation. Je mets tout à gauche égale 0, je factorise. Je veux étudier un signe, c'est pareil, je factorise. Ou bien je mets sous le même dénominateur. Et voilà, donc là, voilà. Sauf si j'ai la chance d'avoir une somme de termes positifs, malheureusement, c'est pas le cas ici. Oui. Sauf si j'ai la chance d'avoir une somme de termes négatifs, c'est pas le cas ici. En fait, c'était le cas si on arrivait astucieusement à travailler juste sur ce que tu as écrit là, mais qui n'est pas évident. Voilà, à déconnecter du 1 et après à travailler sur une somme de positifs. On ne peut pas demander ça concrètement à un élève de première. Même les profs de maths, en fait. Dans les profs de maths, il y en a qui vont. Moi-même, je pense que j'aurais fait ça, deuxième dominateur, je serais allé, tel aussi, je ne serais pas en Ouais, bien sûr. Parce que je sais que j'aurais pu le faire. Après, si maintenant je me rends compte que là, l'étude de signe est trop compliquée, je me dis, ah mince, il y avait rétrospectivement une astuce de calcul. Donc, ça dépend. Mais oui, c'est juste l'expérience du 1 sur N ou 1 sur N plus 1 qui m'a trompé de toute façon. Donc, mais à pas parce que je me rappelle avoir fait ça un week-end sur mon téléphone, en discuter, avoir poussé un petit peu, forcé, en disant non, il faut prendre celle-là, elle est bien. Juste le moins 1 sur N va faire en sorte que ça va fonctionner. Bon, en fait, non. Bon, en même temps, le delta était négatif. Hein. Ouais, alors donc ça aide. Il faut voir qu'il y a un delta, tu vois. Ah, il faut voir qu'il y a un delta. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire quand même, puisqu'on a pensé des astuces un peu? Il y a un truc. Alors là, réflexe méthode, le delta, mais réflexe suite, quand même. Pas oublier sur quel genre d'objet on travaille. Sur les suites. Puisque c'est des suites, en fait, la variable, c'est pas un x comme des fonctions, c'est un n, donc un n c'est un entier positif, donc le n plus 1, en fait, par habitude, vous savez que déjà ce sera un nombre positif. Donc là, on voit bien, d'ailleurs, attention, n ne peut pas être égal à 0 en faisant ça, donc c'est une petite chose, le n étoile dans le domaine de définition que j'ai rajouté en y réfléchissant, donc ça, c'est important. Et après, au-dessus, là, du coup, on n'a pas besoin d'étudier le polynôme degré 2 sur grand R, hein, on n'a pas besoin de dire que c'est toujours positif. Donc par exemple, on pourrait très bien avoir un polynôme degré 2 qui soit comme ça, et qu'à partir de n égale à 3, par exemple, et le polynôme degré 2 soit positif, et donc ça veut dire que pour des n plus grands que 3, cette quantité-là sera positive tout le temps, hein, même si ce n'est pas forcément un polynôme degré 2 qui est un discriminant qui est négatif. Ouais. Donc ça entraînerait le fait que la suite serait croissante à partir d'un certain moment. Voilà. Là, elle était vraiment tout le temps croissante. Voilà. À partir de son premier rang d'existence, n égalant
Voilà, mais encore une fois, réflexe méthode, on voit un polynôme du second degré, on voit un truc en bas qui d'ailleurs est sous une forme factorisée, on pense à un tableau de signes, et puis on va au bout de cette étude de signes. Après, ça reste une somme de termes positifs, donc c'est très rapide à regarder. Ah oui, bien sûr, il y a une carrière. Moi j'ai fait les deux versions des deux suites. Moi, mais je veux dire, si on n'a même pas le réflexe d'associer ça à des n qui sont des entiers naturels, et donc de dire, attends, mais je suis chez les suites, donc mes n sont positifs, donc je vais pouvoir travailler par somme de positifs. Mais sinon, au moins, le réflexe de dire, j'ai du second degré en bas, en haut, j'ai autre chose en bas, je vais faire un tableau de signes. Voilà. Au pire. Non, mais c'est parce qu'il y a très peu d'élèves qui sont allés au bout de cette chose-là, qui était certes une tâche complexe parce qu'il y avait plein de trucs à faire, mais chaque micro-tâche a été tout à fait à votre portée, en fait. Et vous avez l'habitude de les faire sans problème, chaque c'est ça, chaque en fait, calcul. en octobre, cette question-là, vous la posez, vous saviez la faire. C'est juste un oubli un problème d'apprentissage sur le long terme, en fait. Et ça, c'est peut-être aussi un truc qu'on pourrait vous reprocher sur cette année, c'est que quand vous apprenez des choses, enfin depuis même le lycée, depuis tout le temps, quand vous apprenez des choses, c'est toujours pour le contrôle et vous avez du mal après à faire perdurer vos connaissances. Et donc l'étude des variations d'une suite, même si on ne faisait plus vraiment avec les suites arithmétiques et géométriques, c'est quand même quelque chose que vous avez acquis en début d'année et qu'il faut garder tout le reste de l'année comme comme discriminant, vous voyez bien. Là on parle de suite, il y a un discriminant, on parlait de fonction, il y a un discriminant, on parlait de proba, il y a un discriminant. Enfin, c'est un outil, voilà, maintenant vous l'avez dans votre boîte à outils et vous savez l'utiliser quand vous devez faire, par exemple, une étude de signes, résoudre une équation avec du degré 2, etc. D'ailleurs, en termes de monotonie de la suite, en fait, vous avez échappé à la question sur l'exercice des suites, parce qu'elle y était au départ, on l'a supprimé finalement, sur les variations de la suite UN de Fanta et de son application. Alors pourquoi on l'a supprimé? Parce qu'en fait, la question intervenait trop tard par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, et du coup, mettre la question sur la croissance de la suite, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour la compréhension de l'exercice et des interprétations. Mais en termes d'outils techniques à utiliser, ça aurait été pas mal et peut-être plus difficile que celle-là, parce qu'il y a la gestion de la factorisation avec les puissances. Mais c'est des questions essentielles et qu'on ne doit pas oublier sur cette fameuse grosse méthode du UN plus 1 moins UN. Il y en aura une autre supplémentaire en terminale avec de la récurrence qui sera potentiellement une autre façon de travailler sur la monotonie des suites. Oui, bien sûr, mais celle-là va quand même rester d'actualité. Vous pourrez continuer à l'utiliser tout au long de votre vie en fait. Ouais, c'est un taux d'accroissement de suite. Un taux d'accroissement de suite, voilà. Là, c'est n plus 1 moins 1 sur n. Enfin, moins n plus 1 moins n. C'est un taux d'accroissement, etc. Bon, bref, c'est pas. Voilà, super. Donc, de toute façon, il y a un corrigé aussi pour toute la partie rédactionnelle propre. Là, ce qu'on vous a fait au tableau, et puis en débattant, c'est tout ce qu'il y a en fait entre les lignes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut essayer de percevoir. Ce qui n'est pas forcément écrit dans les corrigés. C'est-à-dire comment je me comporte quand j'ai cette question, à quoi ça me fait penser, quelle doit être ma réflexion, qu'est-ce que je fais quand j'ai un si alors. C'est des trucs qui apparaissent pas quand on écrit finalement un corrigé, mais qui sont pour nous importants aussi et qu'on avait envie de vous communiquer. Donc encore une fois, c'est super quand même d'avoir eu, moi je trouve, d'avoir eu ces résultats-là, ces moyens-là, compte tenu de l'exigence de ce sujet. Même vraiment le barème en fait, le barème qui a été donné, c'est absolument pas un barème qui sera au bac. Au bac, on vous donnait. Alors le nouveau barème, parce qu'on va retravailler quand même, le nouveau barème peut-être un peu, parce que finalement il y a du poids qui a été donné aux questions fondamentales. Ce n'était pas forcément le cas au début. Donc là, nous on attend de voir, parce que justement on est en instance de corriger le bac, dans 3 semaines, ça se passe. On saura pour le bac terminal, mais ça devrait quand même respecter ces trucs-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même normalement des points et pas mal de points sur les questions fondamentales. Oui, mais je veux dire dans l'exigence de la rédaction. Avec les arguments, etc. Par exemple, d'après la formule des probas totales, si vous ne mettez pas ça dans votre truc dans le bac, je pense pas que vous enlevez des points à ce moment-là. On verra, on aura les indications des inspecteurs, tout ça d'académie, mais on vous en parlera et ce sera justement l'occasion de faire un bon. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous on va abandonner nos exigences. Non. Mais parce que ça vous fait progresser. Bien sûr. Et donc, on peut se permettre de continuer à vous enlever des quarts de points ou des huitièmes de points. Alors, si on voit qu'on est vraiment déconnecté de la réalité du terrain, ça sera plutôt des huitièmes de points qu'on vous enlèvera que des quarts de points. Mais je pense qu'il faut continuer à le faire parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre autant en termes de rédaction. Sinon, en fait, ça ressemble plus à des maths. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que sinon, non, mais même pas. C'est trop de. Non. La physique a des vertus aussi. Non, ça devient une espèce de truc où on fait une sorte d'outil mathématique un peu au rabais et c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau et ça vous servira à rien finalement parce que voilà, il faut apprendre la rigueur, il faut apprendre aussi finalement la démonstration mathématique. Voilà.
Donc monsieur R, merci. Monsieur Mélé, merci. Merci, ça compte. Sur site. Eh ben, voilà, je t'auto-congratule. Mais eh ben, c'est super. Et on en fera un, et je pense qu'on peut dévoiler le prochain. Je pense que le prochain, Tu vas spoil le suivi du prochain. Ouais. Ok. Bah, le bac. Exactement. Le bac terminal, en vrai. Les bacs. Les bacs de P1 et les terminal. preuves de SP2. Complètement. Et là, je pense que là, bah, on va être regardé dans toute la France. Oh. Faudra le faire en direct. Un live. Ouais, bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci. Merci à tous. Et à une une prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.